voulais insister sur la dimension de l'urbanité, ou plutôt de la civilité, qui ne consiste pas simplement à considérer que le musée est dans la ville, mais que le musée est un lieu poreux à la ville, et qu'au fond, plus qu'un monument, on a beaucoup considéré que le musée était devenu le monument, avait remplacé la cathédrale. Ce qu'il semble être dans sa fonction culturelle, commerciale et dans son principe d'hospitalité, c'est une sorte de place. Le musée devient, dans des villes où les places ont largement perdu de leur pertinence, où ont du mal à la retrouver, le musée est une place. Alors, j'ai envie de dire, c'est non seulement ça, mais le musée, et moi je l'ai vraiment vu à Nantes, fait partie d'une politique large. Lorsque Jean Blaise a inventé Estuaire, qui était une invention politique absolument formidable, pour peser en Europe, il faut faire 1 million d'habitants. Nantes ne fait pas encore 1 million d'habitants, mais si on fait Nantes plus Saint-Nazaire, ça fait 1 million. Et donc il a inventé ce circuit entre Nantes et Saint-Nazaire, et les politiques ont tout de suite adhéré à ce projet. De la même manière, maintenant ça s'appelle Voyage à Nantes, pendant l'été, le musée fait partie de ce voyage à Nantes, c'est une des étapes dans lesquelles il se passe un certain nombre de choses, où effectivement les gens peuvent s'y restaurer, se reposer, etc. Enfin ça sera à partir du 23 juin, puisque le musée ouvre vendredi. C'est pour ça que vous n'avez pas de photos contemporaines, parce qu'il n'y en a pas encore. Je voulais demander quelque chose à Roger, qui nous a montré des musées très très différents, et notamment je reviens sur le musée à Berlin. C'est un musée qui a été conçu, on l'a vu, autour des collections, autour de la construction d'une sorte de Schaulager vertical, de réserve visitable, qui est quand même un des thèmes importants dans la production des musées d'aujourd'hui. Je pense à cet énorme bol couvert de métal que Vinimas va construire pour le Boijmans à Rotterdam, réserve visitable, qui devienne en tant que tel un monument. Mais je voulais revenir sur le projet qui n'a pas été réalisé malheureusement de Rome, un projet qui n'a pas été réalisé, si je suis bien informé, parce qu'il y a eu une sorte de révolte des architectes romains qui n'ont pas accepté qu'on vienne de l'extérieur, du nord, transformer ce bâtiment. Mais surtout, tu n'as pas beaucoup parlé des collections. Quel était l'ajustement entre ton projet? Tu as parlé à Rome de cette façade vitrée, transparente, de cette façade présentoir de statues, mais comment cette question de l'ajustement aux collections qui était centrale à Berlin, comment l'as-tu traitée dans le cas romain? Quelle était l'idée du rapport aux collections romaines? Oui, il faut dire qu'à Berlin, c'était évidemment essentiel parce que c'est un musée de recherche. Et cette question dans les musées de l'histoire naturelle, cette question s'est posée depuis justement la fin du 19e siècle. Je crois. Déjà, disons, il y a eu une différence pendant la construction du musée en 1875 jusqu'à 79, alors c'est prévu que vraiment les visiteurs puissent aller voir les collections aussi à l'étage, vraiment parcourir la maison. Et la maison, elle a aussi de magnifiques escaliers, mais depuis la journée de l'inauguration, alors il n'y avait que encore l'accès au rez-de-chaussée parce que le directeur du musée avait strictement ce qui était state of the art, distingué dès ce moment entre la collection de présentation et la collection scientifique. Parce que quand on fait des préparations, les préparations de collection détruisent déjà la valeur de l'objet. Non? Ainsi, il y a eu cette distinction et évidemment, quand nous, on a dû aller voir toute la maison, évidemment aussi ses collections
scientifique. Et il y a une fascination absolument extraordinaire, évidemment, dans ces collections où on a des centaines et des centaines de préparations pratiquement identiques, avec des petits changements, aussi cette fascination pour la série et tout. Et évidemment, actuellement, on travaille justement sur d'autres salles qui vont aussi partiellement être présentées au public. Et cette recherche, c'est au fond le centre de cette maison. Les chercheurs appellent ce musée seulement, au fond, la vitrine de la recherche. C'était complètement autre chose à Rome, parce qu'à Rome, c'était au fond quand même beaucoup moins intéressant, parce que c'était la vision des architectes. Alors nous, là aussi, on a évidemment, comme tous les musées, ce travail des curateurs et tout ça se présente pratiquement et n'est pas présent dans la présentation traditionnelle. Et puis on a vraiment cherché à faire comprendre quelle est la vraie identité d'un tel musée, à quel point ce travail sur les collections, sur la recherche et tout ça, aussi pour les présentations. Autant plus que, comme on vient d'entendre aussi, que la collection, ce n'est pas non plus justement, ce n'est pas un corpus fermé et stable, mais quelque chose qui est un corpus qui est toujours en mouvement. Alors, on a cru, avec cette présentation quand même d'une partie de l'archive des sculptures dans la peau, pour ainsi dire, tournée vers l'intérieur de ces nouvelles salles d'exposition, ça veut dire dans le foyer. On croyait pouvoir faire comprendre aussi justement une partie de cette identité de musée, et justement, et en plus c'est une collection tout à fait intéressante parce qu'elle comprend la 19e et 20e siècle, et partiellement figurative, partiellement des sculptures de tout autre caractère. Alors on croyait que ça serait quand même un motif, pour ainsi dire, intéressant. Le fait que finalement cette maison ne se fait pas, c'est comme toujours en Italie, il y a beaucoup de il n'y a pas une seule raison. Et je dois dire que c'était vrai qu'on a été mal reçu, et il y avait Fuksas qui a écrit d'une manière assez négative tout d'abord, mais ça s'est tourné. Et puis au fond, en tout cas vers l'extérieur, ils ont soutenu quand même ce projet. Par contre, il y a eu d'autres hésitations, et certainement on ne s'était pas bien vu parce qu'il y avait encore d'autres projets. Il y avait ce projet très difficile, un peu de Richard Meyer, mais la seule raison concrète, c'était que le musée de Zaha Hadid, le Maxi, a tout simplement eu besoin de notre budget aussi. Ça veut dire qu'il y avait, je crois, 50 millions d'euros pour chacun des projets. Et puis, ils ont commencé à construire ce Maxi, et puis ça coûtait les 100 millions. Alors, ils ont aussi eu besoin de ces 50 millions pour ce projet, pour terminer ce travail. Merci. Zaha m'a tué, conclusion. Je sais que Roger doit prendre un avion, donc nous ne t'en voudrons pas si tu t'échappes. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. I wanted to get back to the same question with Yuri and maybe with Dietmar. The transformation of collections in time and activating the collections. You followed what Blandine has said about collections, a permanent collection as a sort of theater in which contemporary artists are invited,
a contemporary collection which is to a certain degree in flux. How do you deal with this dimension of time in your project for the Pushkin? Is it a museum permanently adapted to the collection as it is today? Is it a collection in which there are possibility of movement, change, and possibly other kinds of interventions? I agree, it usually works when you combine the old and new, and when you refresh the look of the collection. Of course it works. Actually the museum, with a new director of the museum, Marina Lashak, who replaced Irina Antonova on her position, is quite often playing with this, with including of the contemporary art into the interiors that are fulfilled with these Greek copies. And because it's obvious that nobody would go to see the copies the second time and the third time and the fourth time and so on. It's enough to see them once. So in our case, it's really obvious decision to rotate the collection. Especially, it's not a new idea. This idea is about 30 years old, I think. The rotating collections, because we all know that only about 95% of these iceberg, well, only 5% of this iceberg is on the permanent display, and 95% nobody see because they are in depositories in the safe storages. But how to make them rotating? Because of course people already know that these 5% are the best, and these 95%, second row, third row, who knows, and Paris right now, exhibitions in Paris are absolutely the same names everywhere. Pissarro is everywhere, and so it's not really. So, I mean, there is no recipes. It's like cooking. So it's sometimes it works, sometimes it doesn't. But in principle, well, I mean, in general, people go to see relics. It's the last 1,000 years. It's like this. Pilgrims made their paths to see relics. They may be fake relics or real relics, but they go to Santiago de Compostela to see, or to nearby city to see the plot from the Christ. Yeah, well, and they started to do this even before those wonderful Gothic cathedrals were built. So when the art was, no, I'm sorry, not the art, but the relics were in the crypts, they started to move their touristic, not touristic, religious path to see the relics. And nowadays, there are the same paths, but to see the chefs-d'oeuvres of art. And it's very important because, I mean, I think it's important when the visitor see something that was in the collection for 100 years, 100 years, and he believes that his children and children of the children will see the same. It gives him the stability, the psychological stability, and his belief in the future. So the invention, the injection of the new is important, but I think it should be the presence of the past always. Dietmar, no, my question was, how has time transformed this project? Because when one looks at the museum's quartier, it seemed to be stuck with its initial program.
museum of the 20th century, Ludwig, Leopold, the Kunsthalle. Is this division still operating? How flexible, how lively is the activity among these components? Yes, I think the Museums Quarter himself worked, and the different institutions are on a very fair way, working not together, but talking to each other about what's to do. We had the problem that the first 10 years was a CEO of the company, the building company, which would rise to get a kind of super director above all of the institutions, and that was a permanent fight from the institutions against this director. But I think the main problems of the Viennese museum situation are still not solved. So just a few weeks ago, a new museums concept was presented. And what's going on? What's the problem? I think everyone who is coming as a tourist to Vienna, going to the Museums Quarter, looking at the Klimts and Schillers in Leopold, and then going up to the Austrian Gallery in the Belvedere and see the pictures from the same painters. Not even there. Just at the moment is running a Schiller exhibition at the Albertina, which is the former graphic collection of the museum. So every museums director is, maybe it's the question of how many visitors they can get, but there's no clear line between the museums. And so everybody is doing everything. And it's just like it's just like in the car industry. Can you imagine that Mercedes will build Volkswagen or Toyota? So it's a total chaotic situation, and the profiles of the different museums get lost more or less. So also the Art Historian Museum is showing now contemporary art. So I'm not so quite happy about this situation, and so the ministry tried in the last years more and more, the responsible minister, to get more influence on the let's say houses and museums and the directors about their programs and their profiles, but it doesn't work. Jean-Paul, tu voulais intervenir? Je voulais revenir sur le thème que tu as abordé tout à l'heure, un thème qui m'est cher, mais pas seulement à moi, qui est celui de la ville dans le musée. Le musée est en train de devenir le lieu d'échange civilisé, préservé des conflits. C'est certes un coffre-fort, c'est toujours un coffre-fort, difficilement accessible, hein, on doit passer des contrôles. Mais ce n'est pas par hasard si les musées sont aujourd'hui visés par ceux qui nient la civilisation. On veut faire jouer maintenant au musée, et il le joue bien volontiers, un rôle de suppléant à d'autres institutions pour l'enseignement et pour l'apprentissage de la tolérance. En fait, le musée est en train de répondre, je veux dire, aux promesses de l'utopie. C'est devenu le lieu d'une nouvelle utopie sociale. En tout cas, il peut l'être dans bien des cas, dans bien des exemples qu'on a vus aujourd'hui. Merci. Sur ce point, quelqu'un veut prolonger la réflexion? Appuie, oui. J'appuie où, là? Non, c'est bon, c'était bon. Mais peut-être c'est plutôt une question en prolongement de cela. Au fil de la journée, j'ai trouvé très intéressant d'entendre différents témoignages et qui semblaient corroborer une sorte d'intuition que j'avais, qu'on assistait à un double mouvement dans cette prolifération, enfin cet intérêt pour les musées, que d'un côté on avait des grandes machines muséales avec une architecture
dont l'un des intervenants nous a expliqué qu'elle, malgré ses effets, elle ne pouvait pas provoquer l'effet Bilbao seule, sans tout un accompagnement, ce dont on peut se douter naturellement, un accompagnement d'ingénierie, de réseau dans le territoire, mais qu'il y avait vraiment ce tropisme, cette insistance de par le monde. On en a vu beaucoup de déclinaisons, et qui paraît oui, se décliner en toute une gamme d'ailes volantes ou non, selon les noms de Victoria. Et puis, par ailleurs, une dissémination toujours plus grande, enfin en tout cas, moi c'est l'expérience que j'en fais, de lieux muséaux qui adoptent des formes pas forcément classiques, c'est-à-dire qui échappent aux questions de la modernisation de musées du 19e, à toute cette vague d'ouverture à la fois sur la ville et d'ouverture à d'autres missions que celles traditionnelles du musée, pour être beaucoup plus large, et qui en tout cas y atteignent par d'autres biais, et qui deviennent aussi des nouveaux types, qui ne sont pas ceux que tu as montrés ce matin, et qui sont de plus en plus nombreux, et qui méritent qu'on y réfléchisse. Alors, parce que là, c'est un nouveau laboratoire de ce dont tu viens d'évoquer, ou pas, mais en tout cas, je pense que cette journée-là l'a confirmé réellement, cette dissémination. Je saute sur Hala qui vient de nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose des collections de ce nouveau musée de Beyrouth? Parce qu'au fond, nous avons vu un très beau conteneur, ou un très beau contenant, conteneur, mais quel est le contenu, ou si le contenu n'est pas quel est le processus par lequel contenu et contenant risquent un jour de se rejoindre? Alors, j'aurais bien voulu répondre à ta question, mais je ne l'ai pas vue. Je sais qu'il y a une collection, donc ils ont récupéré à peu près 2000 œuvres du ministère de la Culture qui sont dans des caisses en ce moment, et dont on sait qu'elles ont été un peu abîmées, qui sont des œuvres qui vont de la fin du 19e jusqu'à maintenant, encore une fois, d'artistes libanais du Moyen-Orient, et qui vont faire l'objet d'une restauration. Donc je suis moi-même impatiente de voir quelle est cette collection. Mais aussi, ils ont dans cette association, donc pour la promotion de l'art à Beyrouth, a aussi dans ses membres de Board of Trustees des collectionneurs, et un d'eux a fait don de sa collection aussi, donc que j'ai vu, une collection d'art contemporain d'artistes assez intéressante. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va se construire. Et j'avais une autre question, un peu rejoignant un des problèmes dont on vient de parler, sur la transformation, les mutations des collections dans le temps. Au fond, lorsque l'on regarde qui nous porte vers Abu Dhabi, lorsqu'on regarde le plan du musée d'Abu Dhabi, du Louvre d'Abu Dhabi, donc il y a cette coupole qui est très neutre, qui couvre d'un parapluie, et quand même une structure extrêmement déterminée de médina ou de village, qui correspond à un découpage en aire géographique, en période. Quelle est la permanence respective des collections et des habitats de cette collection? Est-ce que c'est une structure qui est destinée à être permanente, mais dans laquelle les œuvres tourneraient, je dirais, seraient dans une logique de rotation en fonction de chaque thème? Est-ce qu'au contraire, les œuvres sont vouées à y rester pendant longtemps? Il me semble me souvenir qu'à l'origine, dans le contrat entre la Fondation Guggenheim et le gouvernement basque, les œuvres de la collection du Guggenheim, qu'il ne faut quand même pas oublier que le Guggenheim, c'était certes Gehry, mais à l'intérieur, c'était aussi Picasso, Léger, Kandinsky, c'était aussi une collection du Guggenheim qui n'existait pas en Espagne et même en Europe. Donc, et ces œuvres étaient censées rester 20 ans. Donc, quelle est la politique du Louvre Abu Dhabi et comment est-ce qu'elle a éventuellement un impact sur l'architecture?
Alors, comme je le disais, on a fait ce projet un peu à l'envers puisqu'on a dessiné le projet avant d'avoir la collection et cette flexibilité a été intégrée. Et donc, il n'y a absolument pas de rigidité dans les espaces. Au contraire, ils sont voués à faire l'objet de rotation d'œuvres. D'ailleurs, dans l'accord intergouvernemental, la moitié des œuvres sont des acquisitions qui sont en train de se faire et qui sont déjà atteintes, on va dire, même plus que la moitié. Et l'autre, qui sont des prêts qui, à terme, au bout de 10 ans et au-delà, 10 ans, oui, vont être remplacés par des acquisitions. Mais cette idée de la Médina et des espaces est tout à fait flexible. Et on peut même imaginer qu'il puisse y avoir une extension. Il suffit de rajouter des bâtiments, etc. Donc le concept architectural se prête parfaitement à une évolution de cette collection et à une rotation et un changement. Voilà. Je trouve très, très intéressant de parler de flexibilité à ce sujet parce que effectivement, formellement, ça prend tout à fait le contre-pied de ce qu'on attend de la flexibilité. C'est-à-dire que ça prend le contre-pied des plateaux libres du Centre Pompidou. Et je trouve assez astucieux finalement de prôner la flexibilité dans des espaces qui sont relativement limités, mais c'est simplement en changeant l'accrochage. Parce qu'en fait, pour montrer des œuvres, on a toujours besoin de simèse, on a toujours besoin d'espaces mesurés et non pas d'espaces démesurés. Simplement dire l'enjeu simplement de ce musée dont on voulait quand même qu'il ait une identité propre, c'était justement d'adapter une flexibilité qui a priori aurait été la boîte, la grande boîte, à cette identité très forte des salles avec leur sol, leur plafond, et en même temps pouvoir y accueillir des œuvres qui bougeaient. Je souscris tout à fait à la remarque de Jean-Paul, et on sait que cette question, cet objectif de flexibilité des galeries de musées, les architectes et les directeurs de musées ont cherché à l'atteindre par différentes techniques, et l'illusion des cloisons mobiles, l'illusion des systèmes qui ont un coût, car on sait bien que le budget de fonctionnement d'un musée est une fraction significative du coût d'investissement, sans doute inférieure à celle d'un opéra ou celle d'un hôpital, mais malgré tout très significative. Donc on sait que la limite, elle n'est pas dans l'ingéniosité des systèmes ou l'ingénierie des systèmes, elle est dans les réalités du fonctionnement. Et on fait tous l'expérience, enfin tous ceux qui produisent, administrent, et même ceux qui visitent les musées en les regardant de près, on sait combien, au fond, les grands contenants, ou les grands conteneurs du 19e siècle, que sont les hôpitaux avec des galeries assez larges, les casernes avec des salles rectangulaires assez larges, ou voire les musées avec des galeries qui le permettent. On assure une flexibilité dans la présentation des collections qui est finalement bien plus réaliste que celle des musées pensés pour être des machines changeantes. Donc je crois qu'il faut repenser ces termes en articulant à la fois investissement et transformation dans le temps.